Ouais, je pense que, enfin, on a tous déjà connu ce fameux réveil en sueur à 3 heures du matin. Ah, les coups de stress en pleine nuit. C'est ça, le cœur qui bat à 100 à l'heure, l'esprit en alerte maximale. Tout ça juste parce qu'une pensée fulgurante vient de percer notre sommeil. Genre le mail qu'on a oublié d'envoyer. Ouais, ou de valider une facture hyper importante, ou pire, d'aller chercher les vêtements au pressing pour le mariage du lendemain. C'est vraiment une expérience universelle. Complètement. Et c'est logique parce que le cerveau humain, c'est une machine absolument exceptionnelle pour générer des idées brillantes ou pour relier des concepts abstraits. Ouais. Mais par contre, c'est un disque dur véritablement catastrophique. Et c'est là qu'il faut décortiquer les choses. Lors de nos précédentes explorations de cette méthode, on a mis en place une architecture d'organisation assez redoutable. Tout à fait. Les boîtes de réception sont vidées, les actions sont clarifiées, les contextes sont bien définis, l'infrastructure est là. Mais voilà, avoir une belle voiture de sport avec un moteur parfaitement réglé, ça sert strictement à rien si on ne comprend pas comment l'entretenir au quotidien. Ou si on panique au premier virage, oui. Exactement. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de regarder sous le capot. On va comprendre la dynamique quotidienne de ce système parce que si on ne maîtrise pas cette maintenance, toute l'architecture s'effondre en quelques jours. Ouais. Cette notion de dynamique, c'est vraiment la clé de voûte de toute cette philosophie. Une structure statique, aussi parfaite et élégante soit-elle sur le papier, elle finit invariablement par céder sous la pression de la réalité. Parce que la vie n'est pas statique, évidemment. C'est clair. Le monde professionnel, personnel, ça génère un flux ininterrompu de nouvelles données, d'urgences, de trucs imprévus. Ce qui maintient un système en vie, c'est pas sa perfection initiale. C'est le mouvement, non? Exactement. C'est le processus continu qui permet de l'animer, de le purger et de l'ajuster en temps réel. Donc le but, c'est vraiment pas de créer une perfection rigide. On pourrait facilement penser que l'objectif ultime de cette méthode, c'est de nous transformer en espèce de robots obsédés par l'abattage de tâches. Ah non, pas du tout. C'est même tout l'inverse. C'est ça, le véritable but, c'est de libérer le cerveau de ses contraintes de stockage, pour lui rendre sa fonction première, la réflexion créative. Hmm. Mais alors, biologiquement, psychologiquement, pourquoi notre cerveau nous trahit à 3 heures du matin avec cette histoire de pressing? Quel est ce mécanisme qui fait qu'il refuse de lâcher prise? Eh bien, ça porte un nom en psychologie cognitive, c'est l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik. Ouais. Dans les années 20, la psychologue Bluma Zeigarnik a observé des serveurs dans un café. Elle a remarqué qu'ils avaient une mémoire phénoménale pour retenir des commandes hyper complexes, Hmm. mais seulement pour les tables qui n'avaient pas encore payé. Ah, incroyable. Dès que l'addition était réglée, put, ils oubliaient instantanément ce qu'ils venaient de servir. C'est fou ça. La conclusion, c'est que le cerveau humain a une tendance naturelle à monopoliser son attention sur les tâches inachevées. Tant qu'une boucle n'est pas fermée, elle tourne en tâche de fond. Elle bouffe notre mémoire vive, notre rame mentale, quoi. Mais c'est exactement comme avoir genre 50 onglets ouverts sur un navigateur web. C'est la métaphore parfaite. L'ordinateur finit par ramer, pas parce que le processeur est mauvais, mais parce que la mémoire vive est saturée par des pages qu'on ne regarde même pas. Voilà. Et le cerveau réagit à cette saturation par le stress. Il libère du cortisol. Parce que pour lui, une boucle ouverte, c'est une menace, une incertitude. D'accord? Donc, si le système d'organisation externe qu'on a construit n'est pas tenu à jour rigoureusement, le cerveau détecte la faille tout de suite. Il voit que la liste n'est plus fiable, Et la confiance est rompue. c'est ça. Par instinct de survie, il reprend la charge mentale, il rapatrie toutes les infos et il recommence à faire tourner ces fameux onglets en arrière-plan. Et bim, l'angoisse revient au galop. Alors, la grande question, si la paix de notre esprit dépend de la mise à jour constante de ce système, comment on intègre cette maintenance dans un quotidien qui est, par définition, hyper chaotique? Ouais. Concrètement, le matin, quand la journée commence, on regarde quoi en premier? Comment on évite que l'organisation devienne elle-même une corvée? La séquence logique, elle est fondamentale. Il y a une sorte de chorégraphie très précise. La toute première étape, vraiment non négociable, c'est l'agenda. Ok, l'agenda d'abord. Oui, c'est ce que le livre appelle le paysage incontournable de la journée. Ça ne doit contenir que les limites dures de notre temps, genre les rendez-vous précis, les réunions, les obligations à heure fixe. Donc on ne met pas ces to-do list dans l'agenda. Surtout pas. C'est pas le lieu pour inscrire des vœux pieux ou des trucs qu'on aimerait bien faire. Une fois que ce paysage est cartographié, on sait exactement de combien de temps libre on dispose réellement. Ah oui, c'est super clair. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on passe à la deuxième étape, la consultation des listes d'actions triées par contexte. C'est un point critique, parce que je vois tellement de gens faire l'erreur d'utiliser leur agenda comme une liste de tâches géantes.
Tu sais, ils bloquent des créneaux de 30 minutes pour chaque petite action. C'est le meilleur moyen de péter un câble, oui. Bah oui, parce que dès qu'un appel dure 10 minutes de trop, tout l'agenda s'effondre comme un château de cartes et ça génère une frustration dingue. Exactement. Cette pratique, ça transforme l'agenda en un outil de culpabilité au lieu d'un outil d'orientation. En le réservant aux obligations dures, on garde sa flexibilité. D'accord. Si l'agenda te dit que tu as un battement de 45 minutes avant la prochaine réunion, là, tu te tournes vers tes listes de contexte. Genre la liste téléphone ou ordinateur. C'est ça. Tu filtres instantanément les dizaines d'actions possibles pour ne garder que ce qu'il est physiquement possible de faire là, maintenant. Moi, j'aime beaucoup visualiser ça avec le tableau de bord d'une voiture. Ah ouais? Ouais, quand on conduit sur l'autoroute à 130 km/h, on ne s'arrête pas toutes les 5 minutes pour lire le manuel d'entretien. On garde les yeux sur la route et on jette juste un petit coup d'œil rapide sur la jauge d'essence ou le GPS, juste pour vérifier le cap. C'est une super image. Mais soyons réalistes 2 secondes. Imaginons une crise absolue. Un serveur informatique qui plante ou un gros client qui menace d'annuler un contrat. La vraie vie, quoi. Voilà, l'urgence prend tout de suite le pas sur la jolie petite liste bien propre. À quelle vitesse ce tableau de bord devient obsolète quand on traverse une journée de pure gestion de crise? Ce qui est fascinant ici, c'est que la dynamique est conçue justement pour absorber ces chocs. Face à une grosse crise, le système ne t'oblige pas à ignorer l'urgence pour cocher tes cases. Il s'adapte en fait. Au contraire, il t'offre une lucidité totale. Comme tu sais de manière exhaustive ce qu'il y a sur tes listes, tu sais exactement ce que tu es en train de retarder pour gérer la crise. Ah, c'est puissant ça. Tu prends la décision consciente de repousser ces tâches, sans la terreur sourde d'oublier un truc invisible. Tu peux t'engager totalement dans l'imprévu, parce que tu sais que le reste est en sécurité et t'attendra une fois l'incendie éteint. Savoir avec précision ce qu'on choisit de ne pas faire, c'est peut-être la plus grande source de soulagement au fond. Tout à fait. Mais l'entropie gagne toujours, non? Même si on gère bien les urgences, la poussière s'accumule, des trucs commencés qui traînent, de nouveaux projets qui popent à la machine à café et qu'on note nulle part. C'est inévitable. À quel moment ce lent délitement commence à alerter le cerveau? Comment on empêche la mécanique de s'enrayer au bout de 2 semaines? Eh bien, le seuil de tolérance du cerveau face au désordre cognitif est super bas. Dès la première anomalie, genre un engagement pris mais pas noté dans le système, la faille s'ouvre, l'effet Zeigarnik qui revient. Exactement. C'est pour ça qu'intervient l'élément le plus critique pour la pérennité du système GTD, la revue hebdomadaire. C'est pas un petit conseil d'organisation bonus, c'est une nécessité psychologique absolue. Ok, C'est un rituel sanctuarisé, une fois par semaine, conçu pour revider la tête de tout ce qui s'y est logé récemment, mettre à jour les projets et rétablir la confiance du cerveau. alors là je me fais l'avocat du diable. Vas-y. S'arrêter délibérément, disons le vendredi après-midi, pour passer 1 ou 2 heures à faire un inventaire méticuleux de sa vie, trier des notes de réunion. Quand on est complètement sous l'eau, que les mails s'accumulent, ça ressemble à un luxe suicidaire, non? Ouais, je comprends. La tentation, c'est de se dire, je ferai ma revue quand j'aurai moins de boulot. Là, tout de suite, je dois produire. La réalité, et les sciences cognitives le prouvent, c'est l'inverse. C'est-à-dire? C'est précisément quand tu es débordé que tu ne peux pas te permettre de sauter cette revue. Les arts martiaux utilisent souvent la métaphore de l'esprit comme l'eau d'un lac. L'eau n'est pas rigide, elle n'anticipe rien, mais elle réagit proportionnellement. Si tu jettes un énorme rocher, ça fait de grosses vagues. Un petit gravier, de petites ondulations. Et ensuite? Inévitablement, elle retrouve son calme plat. Le cerveau devrait réagir pareil aux sollicitations. Mais si on ne fait pas la revue? Si on l'ignore, les boucles ouvertes s'accumulent. Le lac devient une mer agitée en permanence. On surréagit au gravier et on gère mal les rochers, parce que l'esprit est saturé par le bruit de fond. Et c'est l'épuisement mental. Voilà. La revue hebdomadaire, c'est le seul mécanisme fiable pour fermer ces boucles et forcer le retour au calme. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le résultat émotionnel de cette purge, on l'a tous déjà ressenti. Ah oui. Et pense à la fameuse dernière semaine avant les grandes vacances. Ah, bien sûr, l'efficacité redoutable. C'est ça. Il y a cette énergie magique quelques jours avant le départ. On règle les litiges, on classe les dossiers, on délègue, on répond aux vieux mails et on dit courageusement on verra ça à la rentrée. C'est un nettoyage cognitif massif. Exactement. Et le résultat? Une présence totale. Sur la plage, on est vraiment là, pas d'onglet ouvert dans la tête. Et le vrai paradoxe, c'est pourquoi on accepte de vivre ce niveau de clarté qu'une seule fois par an. C'est hyper juste. La revue hebdomadaire, c'est l'outil pour s'offrir délibérément cette clarté tous les vendredis. On recrée ces conditions artificiellement, mais efficacement. On quitte son bureau en sachant viscéralement que le système est intègre. Ce qui nous amène à une conséquence fascinante.
Une fois que cette charge est évacuée, que la rame est purgée, il reste un immense espace mental vacant. Et la nature a horreur du vide. Complètement. Que vient faire le cerveau de toute cette bande passante soudainement disponible? Cet espace s'est immédiatement réquisitionné par la pensée stratégique et la créativité. Quand le cerveau n'est pas sous cortisol, il active le réseau du mode par défaut. C'est là que naissent les bonnes idées. Voilà. On ne peut pas s'asseoir, serrer les dents et se dire « Allez, sois créatif ». Par contre, ça émerge spontanément quand on lève les barrières. Ouais, Quand tu n'essayes plus de te souvenir qu'il faut racheter des pneus, ton cerveau génère des fulgurances. Genre, et si on fusionnait ces deux départements? Ou, par quel chapitre je pourrais commencer ce livre? donc la structure super stricte des bases, vider les boîtes, lister par contexte, faire la revue, c'est pas une fin en soi, c'est une rampe de lancement en fait. Exactement. Il y a une corrélation directe entre le contrôle des détails et la capacité à penser grand. La méthode parle de plusieurs horizons d'engagement. Du quotidien jusqu'aux grands objectifs de vie. C'est ça. Mais c'est impossible de se projeter vers ces objectifs de vie si on est terrorisé par les urgences du rat des pâquerettes. Tu ne peux pas dessiner l'avenir de ta carrière s'il y a une bombe à retardement dans tes mails non triés. La discipline en bas de la pyramide garantit la liberté au sommet. Ça empêche d'utiliser l'urgence comme excuse pour fuir les vraies questions existentielles. C'est le cœur de la philosophie. Le monde extérieur n'est pas confus. Les mails, les projets, ce sont juste des données. C'est notre incapacité à les catégoriser qui crée la confusion. Maintenir cette dynamique, c'est refuser de subir. C'est redevenir acteur de sa vie. Ce qui amène une ultime réflexion assez provocatrice. Vas-y. Tout ça repose sur l'effort conscient de maintenir un système. Mais avec l'IA, aujourd'hui, on pourrait imaginer un algorithme qui fait cette revue hebdomadaire à notre place, non? Techniquement, c'est tout à fait imaginable. Il scannerait tout, déduirait les priorités et nous donnerait un tableau de bord parfait sans effort. Mais si on délègue entièrement cette friction, est-ce qu'on ne risque pas de perdre cet ancrage psychologique? C'est une excellente question. Peut-être que le rituel de la revue, même un peu laborieux, est une nécessité biologique pour se sentir propriétaire de ses choix. Nettoyer son propre esprit a peut-être une valeur que la techno ne devrait jamais remplacer. C'est fascinant. Confier ça à une IA pourrait nous ramener à l'apathie. Le sentiment d'être aux commandes nécessite de garder les mains sur le volant, même avec le meilleur pilote automatique du monde. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.